Je remercie l'Institut de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Comme le titre le dit, c'est une étude archéologique, donc on va vraiment descendre sur Terre et je vais vous expliquer ce qu'on a mené comme recherche à Méréville pour mettre en évidence la nature des aménagements qui ont été réalisés au XVIIIe siècle. Avant cette présentation de mes fouilles à Méréville, je vais un peu faire une introduction sur ce que c'est que l'archéologie des jardins, comment c'est apparu, qu'est-ce qu'on peut en attendre quand on la met en œuvre sur un site. Et ensuite, on passera vraiment au sujet des résultats à Méréville, de ce qu'on y a cherché, de ce qu'on y a trouvé, et comment on a procédé pour trouver les éléments qui ont été mis au jour. Et puis, si on a un peu de temps, donc après Méréville, je vous présenterai également les résultats de fouilles qui ont été menées dans 2 parties du parc de Vaux-le-Vicomte, qui se trouve en Seine-et-Marne. Donc, l'archéologie des jardins, pour commencer, pourquoi, comment ? Qu'est-ce que c'est que l'archéologie? À quoi ça sert? Donc une définition assez simple et synthétique, c'est l'archéologie sert à comprendre les relations matérielles que les hommes entretenaient entre eux et avec leur milieu naturel. Et donc pour ce faire, l'archéologie étudie les vestiges matériels laissés dans le sol. Donc au même titre que l'histoire, que l'anthropologie, que la psychologie, l'archéologie fait partie des sciences qui étudient l'homme, qu'on appelle les sciences humaines. Pour étudier les vestiges matériels laissés dans le sol, on a plusieurs méthodes à notre disposition. Je vais y venir après, mais ce qu'il faut dire également, c'est que l'archéologie donc sert à comprendre les relations matérielles que les hommes entretenaient entre eux avec leur milieu, mais aussi, accessoirement, et 2 autres conséquences, c'est d'alimenter l'histoire à l'aide de données tangibles. Voilà, le mot tangible qui est important, puisque l'histoire s'intéresse aux sources écrite ou iconographique. L'archéologie va au contact des preuves tangibles qui se trouvent dans le sol. Donc l'archéologie alimente l'histoire. Évidemment, l'histoire alimente l'archéologie, puisque ces 2 sciences sont vraiment complémentaires et indissociables. Et puis aussi, l'archéologie permet d'opérer un travail critique des sources historiques. Un exemple assez simple, c'est que, par exemple, on a un plan... je vais revenir à mon sujet, au jardin. Un plan de jardin, on n'est jamais très sûr, certain de savoir si c'est un relevé d'existence, si c'était un plan relevé ou si c'est un projet. Et donc, on est bien souvent dans une impasse face à certains plans dont on ne connaît pas l'origine. Et l'archéologie va permettre, en allant au contact des vestiges qui sont conservés dans le sol, de dire, voilà, ce plan était un relevé, tel aménagement qui figure sur ce plan a été aménagé, a été réalisé ou pas. Voilà. Alors, les démarches, 3 démarches complémentaires au service de l'archéologie pour interpréter et dater les vestiges mis au jour. On a tout d'abord les travaux de terrain, c'est l'aspect le plus connu de l'archéologie, les fouilles, des sondages ponctuels, des fouilles extensives et des fouilles préventives aussi. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on distingue en France les fouilles programmées, c'est-à-dire des fouilles qu'on mène sur un site, qu'on va fouiller de façon complète, et puis les fouilles préventives, qui sont des fouilles qu'on fait en amont des travaux d'aménagement. Donc le site est fouillé et ensuite le site est détruit. Voilà. Donc on prélève l'information. La fouille préventive permet de prélever l'information qui se trouve dans le sous-sol avant qu'il soit détruit. Donc les travaux de terrain. Ensuite, les techniques de laboratoire qui sont sollicitées en archéologie soit pour dater les vestiges mis au jour ou les artefacts, soit pour les interpréter. Donc on a tout un tas de sciences connexes, qu'on appelle connexes, la dendrochronologie, qui est la datation par les cernes du bois, la thermoluminescence, les techniques de carbone 14 pour la datation, là encore. Et puis pour caractériser les milieux, on a les sciences environnementales comme la palynologie, qui est l'étude des pollens, la carpologie, l'étude des graines. Je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est des sciences qu'on peut solliciter justement en archéologie des jardins. 3e démarche, l'analyse de la documentation historique. Donc là, c'est l'histoire qui sert à l'archéologie. Documents iconographiques, documents littéraires, le document source d'archives, documents cartographiques, contemporains des traces observées. Alors, le jardin, c'est quand même un objet assez particulier puisqu'il
il résulte à la fois de la culture et de la nature. Ça n'a pas été évident c'est assez récent que le jardin est un objet d'étude pour l'archéologie et même pour l'histoire. L'histoire des jardins, l'histoire de l'art des jardins est assez récente, tout au plus le milieu du XXe siècle. Et l'archéologie s'est développée. Alors, je ne vais pas vous parler de la naissance de l'archéologie des jardins, mais bon, c'est à peu près le milieu du XXe siècle aussi, et en France, c'est les années 90. Alors, en quoi le jardin est-il un objet d'étude pour l'archéologie ? En fait, le jardin, comme vous le savez, c'est une construction humaine dont l'apparence varie dans le temps, on le sait, et dans l'espace, en fonction des cultures. Alors, culture au sens culturel et non pas culturel. C'est un témoin de la société qui l'a produit au même titre qu'un édifice. Sa mise en œuvre impacte le sol. C'est pour cela que le jardin constitue indéniablement un objet d'étude pour l'archéologie, en tant qu'objet culturel et en tant qu'il impacte le sol. Lorsqu'on crée un jardin, eh bien, on a un impact sur le sol. Et donc, ça laisse des traces au sein des sédiments. Et c'est donc ces traces-là que l'archéologue va essayer de mettre en évidence pour comprendre l'état originel d'un jardin et puis son évolution au cours du temps. Alors, jusqu'à une époque très récente, effectivement, les archéologues, notamment en France, ont longtemps délaissé ce champ de la recherche, ce champ de la culture matérielle. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, le caractère... Bon, un jardin est quand même fait en grande partie de végétaux, dans l'esprit des gens. Et le caractère éphémère des végétaux le pouvait laisser penser qu'aucune trace n'avait pu subsister des jardins créés 200 ans, 300 ans avant. Donc ça, c'est une des raisons qui a fait que ce champ de la recherche a été laissé sur le côté. Et puis, autre raison que je vois moi, c'est que le sous-sol de la France est tellement riche en vestiges archéologiques. Certains domaines, comme celui du jardin, des paysages, jugés comme secondaires, ont été tout simplement délaissés, faute de temps et d'argent pour les étudier. Voilà. Bon, en tout cas, il est entendu aujourd'hui que le jardin est un monument vivant. Alors, c'est une expression qui figure dans la charte de Florence, une charte qui a été rédigée en 1981 pour la protection et la conservation des jardins historiques de par le monde. Et donc, son principal matériau, qui est le végétal, est périssable, certes, mais le sous-sol d'un jardin conserve l'empreinte des interventions paysagères qui ont jalonné son histoire. Notamment, tous les gestes techniques liés à l'implantation d'un jardin, donc les travaux de terrassement, les travaux de maçonnerie, les plantations également, les apports minéraux à vocation esthétique. Quand on crée une allée, on apporte des minéraux qui ne sont pas là d'origine. L'implantation des réseaux hydrauliques, tous ces gestes techniques, en fait, laissent des traces au sein des sédiments. Et ces traces peuvent être interrogées par l'archéologie afin d'apporter des éléments tangibles à la connaissance de l'état originel du jardin et de son évolution au cours du temps. Et donc, ces éléments tangibles concernent aussi bien la nature technique des aménagements que leur nature esthétique également. Alors, la spécificité du jardin en tant qu'objet archéologique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il est un savant mélange d'ingrédients culturels et d'ingrédients naturels, ce qui demande à l'archéologue qui l'étudie d'ouvrir son champ de connaissances et sa grille d'interprétation à plusieurs domaines. Donc, évidemment, l'histoire des jardins, l'histoire de l'art des jardins, mais aussi l'histoire des techniques, puisque un jardin est un édifice technique où la technologie est très importante. Et puis, toutes les sciences du sol également. Donc là, on rentre dans le champ des sciences dites dures. La botanique, la pédologie, l'étude des sols, la géologie, et puis également certaines disciplines connexes qui peuvent être sollicitées pour aider l'archéologue à interpréter les données de terrain. Et donc la micromorphologie. Donc la micromorphologie, c'est l'étude des sédiments à l'échelle microscopique, l'étude des pollens, l'étude des petits escargots. Tout ça peut apporter des informations sur la nature des sols qu'on étudie. Alors les objectifs d'une fouille de jardin, en général, sont les suivants. Qu'est-ce qu'on demande à un archéologue quand on le fait venir dans un jardin historique ?
Tout d'abord, on lui demande de repérer les différentes strates de l'histoire du jardin, parce qu'un jardin a une histoire. Donc, un jardin créé au XVIIe siècle, eh bien, il va avoir son niveau du XVIIe. Au XVIIIe, en général, tous les 100 ans, on a une restauration. Donc, chaque restauration laisse des traces. Et donc, c'est ces différentes strates que l'archéologue va pouvoir observer dans le sol et caractériser chaque état. On lui demande donc d'éclairer aussi les modalités techniques de la création du jardin. Quand on crée un jardin, on part d'un état initial qui est un terrain, qui a une certaine topographie, une certaine hydrographie, et on va le transformer. On va transformer ce terrain initial pour en faire un jardin d'agrément qui, logiquement, se doit d'être pérenne dans le temps. Donc il y a un certain nombre d'aménagements de sous-sol à faire en amont même des plantations. Et ça, on va le voir dans les différents exemples que je vais vous donner. Donc l'archéologie permet de voir tous ces gestes qui sont réalisés en amont, tous ces travaux préalables qui sont réalisés en amont même des plantations. Alors évidemment, on va demander aussi à l'archéologie comment était le jardin à l'origine. Donc pour cela, on va essayer de repérer, de caractériser techniquement les éléments structurels de l'ancienne composition. Donc, qu'est-ce qui fait la structure d'un jardin ? Eh bien, ce sont les allées, les structures hydrauliques s'il y en a, des alignements d'arbres, tout ça va être recherché, étudié, positionné sur des plans pour essayer de se faire une idée la plus précise possible de l'état originel d'un jardin. On lui demande également, si possible, alors ça on va y venir tout de suite après, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne va pas retrouver la végétation d'origine, évidemment. La matière organique se dégrade très très vite. Des végétaux qui ont été plantés au XVIIe siècle, ils sont morts 30 ans plus tard. Ils sont renouvelés, on replante. Voilà, donc en général, on ne retrouve pas la végétation. Le but, c'est vraiment de retrouver la structure de la composition. Pour les végétaux, eh bien, il y a quelques sciences quand même qui sont à notre service pour essayer d'avoir une idée de la végétation présente dans un jardin à telle époque, à une époque donnée. Mais elles sont peu fiables et puis surtout, il faut certaines conditions pour qu'elles puissent être applicables. Autre rapport de l'archéologie, quand on l'applique à un jardin, on peut éventuellement mettre au jour des éléments de décor, ce qui rajoute encore à la connaissance du jardin. Et ça, encore une fois, c'est éventuellement, puisque c'est souvent de heureux hasards qui font qu'on va tomber sur un élément de décor qui aura été enfoui, jeté. Voilà, donc les disciplines environnementales au service de l'archéologie des jardins, dont je vous parlais tout à l'heure, la micromorphologie, qui est celle qui est la plus utilisée, puisque c'est celle qui apporte le plus de résultats, c'est l'étude des sédiments à l'échelle microscopique. Donc voilà comment ça se présente. On fait un prélèvement dans une coupe de terrain où on a observé des niveaux de jardin. Et si on a des questions, parce que l'archéologue il observe les niveaux de sol à l'œil nu, mais il peut y avoir des questions auxquelles la micromorphologie pourrait répondre, puisqu'il y a des variations de texture et de structure qui sont très discrètes, qui sont visibles à l'échelle microscopique, mais pas à l'œil nu. Notamment des microtassements qui pourraient indiquer la présence d'une surface de circulation temporaire ou aussi un sédiment qui a été labouré. Eh bien, ça donne un certain faciès à l'échelle microscopique, à la façon dont les agrégats du sol sont organisés. Et ça, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Voilà, donc il y a tout un tas de questions qui peuvent permettre de savoir ce qu'a vécu une couche de sol, tout simplement. Est-ce qu'elle a été amendée avec des cendres ? Est-ce qu'elle a été amendée avec du charbon ? Est-ce qu'il y a eu des circulations d'eau ? Voilà, auxquelles le micromorphologue va pouvoir répondre en observant donc une lame de sol à l'échelle microscopique. Donc les autres sciences environnementales sont donc la malacologie, l'étude des coquilles de mollusques, les petits mollusques terrestres et aquatiques qu'on trouve dans le sol, on les voit, c'est pas les escargots de Bourgogne, c'est des tout petits escargots. Et chaque petit escargot est un marqueur de milieu très précis qui donne des indications sur la nature. Est-ce qu'on était dans un milieu ouvert ou au contraire fermé, un milieu humide ou au contraire sec ? Voilà. Donc ça peut donner une indication du milieu. Dans un jardin, on voit très bien à quoi ça peut servir. On fait un prélèvement dans un sol et si on sait que c'était un milieu fermé, on pourra dire à cet endroit-là, et en croisant, évidemment c'est un travail de croisement de données, c'est un travail scientifique, on ne se contente pas d'une donnée, mais on croise les données pour en tirer des hypothèses. Donc si dans un échantillon de sol prélevé à un endroit donné, on trouve une majorité de petits mollusques vivant dans un milieu fermé, eh bien on va en conclure qu'à cette époque,
cette partie du jardin était boisée, par exemple. L'étude des pollens, alors la malacologie, il y a des limites puisque les coquilles d'escargot ne se conservent qu'en milieu calcaire. Donc dans toutes les régions acides, granitiques, on n'aura pas assez d'échantillons d'escargots pour pouvoir faire des statistiques. La palynologie, c'est un peu pareil, ça peut être intéressant pour arriver à savoir quelle était l'ambiance végétale dans un jardin à un moment donné. Il suffit de faire un prélèvement de sol, de tamiser ce prélèvement de sol, de le confier à un palynologue qui, lui, va faire un comptage et une identification des pollens conservés dans cet échantillon de sol et qui va nous dire, voilà, dans ce prélèvement, eh bien, on a 60% de tilleul, 20% de buis, donc ça peut être intéressant. Le problème, c'est que les pollens ne se conservent qu'en milieu humide et donc on n'a pas forcément de contexte, ne se prête pas forcément à ce type d'analyse. La carpologie, même problème, les graines ne se conservent soit quand elles ont été conservées perpétuellement en milieu humide, donc typiquement les fonds de bassin, les fonds de puits, ou alors que si elles ont été carbonisées. Donc carbonisées, c'est pour ça qu'on en retrouve souvent, on fait beaucoup d'études de carpologie dans les contextes domestiques, dans les contextes où il y a eu des cuissons, mais en jardin, les graines ne sont jamais carbonisées ou cuites, donc c'est souvent vain. Voilà. Donc, pour vous donner une idée un peu large de ce qu'on peut trouver lorsqu'on fait des sondages dans un jardin, quel type d'archives, parce que je les qualifie d'archives du sol, voilà, en comparaison aux archives écrites des centres d'archives que l'histoire sollicite. Au niveau archéologique, eh bien, on a des archives du sol. Donc, que voit-on? Donc, les différentes strates de l'histoire, les modalités techniques de la création du jardin, c'est un peu redondant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. La disposition de la nature technique des aménagements structurels, donc les structures de plantation, les structures hydrauliques, les allées, la nature des végétaux si les conditions s'y prêtent, et puis, si on a de la chance, les éléments de décor. Donc je vais balayer un peu tout ça à travers des exemples à la fois tirés de mon expérience à moi et puis d'autres chantiers qui ont eu lieu de par le monde. Ici, on est à Pompéi, donc l'archéologie des jardins est véritablement née à Pompéi, dans les jardins des grandes villas pompéiennes. Une archéologue américaine, Wilhelmina Jachemski, qui a fouillé donc ces jardins dans les années 60 et 80. Et ici, vous avez donc les traces. On est dans un espace qui a été planté de vignes donc, au 1er siècle après Jésus-Christ, ça remonte. Là, on a tous les sédiments qui ont été... donc, on est à Pompéi, l'éruption du Vésuve scelle les sites sous à peu près 2 mètres de sédiments. La végétation s'est décomposée, a laissé des vides, et les archéologues au 19e ont eu l'idée d'injecter du plâtre dans les vides qu'ils ont repérés au sein des cendres solidifiées. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont pu restituer en plâtre la végétation qui était dans ces jardins au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc là, ils ont replanté, ça c'est les vignes qu'ils ont replantées à l'identique, et ici des souches d'arbres qui se trouvaient dans ces vergers. Toujours à Pompéi, à Boscoréal, des jardins ont été mis au jour, avec citernes, un espace potager ici, un espace en vigne, une clôture manifestement ici, un chemin, on le retrouve ici, qui était bordé d'arbres. Ici, on a une fouille très extensive en Angleterre, une fouille de surface. Ils ont dégagé toutes les petites rigoles de plantation, des broderies de buis qui constituaient les parterres du Palais Royal d'Hampton Court. Donc ça, c'est une des grandes fouilles de jardin qui a eu lieu dans les années 80, je crois. Ici, là, on n'est pas dans un jardin à proprement parler, mais c'est pour vous donner une idée des traces qui se conservent dans le sol, en fait. À partir du moment où on plante quelque chose, la fosse de plantation ne disparaît jamais. On est sur une vigne plantée, là c'est pareil, c'est l'époque antique, donc 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ. Ces traces de plantation correspondent, on a des traités d'agronomie antique. Ces fosses de plantation qui font à peu près 60 cm de long sur 30 de large, 2 pieds sur 1 pied, le pied romain, correspondent exactement aux dimensions qui sont décrites dans les traités. Et donc ça a été retrouvé à Gevrey-Chambertin, en Côte d'Or, une vigne entière.
Là, c'est une fouille que j'ai réalisée dans le parc de Chantilly, l'étude d'un jeu de loi grandeur nature, un jeu de loi qui avait été aménagé dans le parc de Chantilly au XVIIIe siècle, dans les années 1740. Et donc, il faut imaginer un jeu de loi en forme de spirale. Et chaque case, donc un jeu de loi évidemment inspiré du jeu de table, avec toutes les cases, les 60 cases, je crois, 61. Et les stations, donc les cases spéciales. Ici, on est au niveau de la case du cabaret ou de l'hôtellerie, qui était manifestement un bâtiment en matériaux légers, en bois, à pans de bois, comme vous avez beaucoup en Normandie d'ailleurs. Et tout ce que vous voyez ici, c'est des plots de fixation des poteaux en bois qu'on a retrouvés, avec au centre une empreinte bien carrée. Voilà, je vous montre quelques images de terrain. Ici, un sondage. Donc, on peut faire des fouilles extensives en décapage, en descendant couche par couche. On peut aussi décider de faire des sondages plus ponctuels, mais plus profonds, pour avoir une image verticale et de toute la stratigraphie du jardin depuis l'origine jusqu'à nos jours, de pouvoir remonter le temps et observer des aménagements ponctuellement. Voilà, donc l'analyse stratigraphique, c'est l'analyse sur laquelle l'archéologue se repose pour analyser le terrain, pour faire son analyse et son interprétation des couches de sol. Donc elle repose sur deux principes essentiels. C'est les principes de la géologie, en fait, de la démarche géologique. Donc un principe de continuité qui veut qu'une même couche a le même âge sur toute son étendue, et le principe de superposition qui veut qu'une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre, et inversement, et plus ancienne que celle qui la recouvre. Voilà. Quand on est sur le terrain, donc on fait des coupes, on fait des sondages, et les faces latérales sont étudiées, analysées, interprétées, et ça donne, après dessin, ça donne ceci. Ici, il y a une belle coupe de jardin qui permet de remonter le temps. On est sur une folie du XVIIIe siècle en Provence. C'est un petit château, en fait, une petite folie. Et donc, avant la construction du château, on avait une bastide. Bastide, c'est une sorte de maison forte, une grosse ferme, en fait, un peu seigneuriale, avec des terres et des exploitations. Et donc, la bastide, à l'époque de la bastide, les terrains qui environnaient n'étaient pas encore des jardins, c'était des terres agricoles. Et on a pu remonter le temps. Donc, le niveau gris, c'est le sol d'origine, on va dire. La petite couche brune qui surmonte le sol d'origine, eh bien, c'est le niveau cultivé au XVIe siècle et jusqu'au XVIIIe pour les terres de culture, avec un drain agricole ici. Au XVIIIe, on construit le château et on décide d'aménager un grand parterre en contrebas. Pour cela, on nivelle le sol puisqu'il y avait encore des creux avec de l'eau qui stagnait. Enfin, c'était un terrain irrégulier. Ici, il semble très plat, mais il y a des endroits où on avait des creux. Donc on nivelle avec l'aide de remblais, on surélève aussi le terrain, puisque c'était un terrain qui avait tendance à être humide. Pour tenir l'humidité un peu plus loin du jardin, eh bien on le surélève. On fait une sorte de jardin hors sol, comme ça se passe souvent dans tous les jardins. Et à l'intérieur de ces remblais, on a creusé des fosses pour planter des arbres. Là, on est sur une belle fosse de 4 mètres, quasiment 4 mètres de large et 1,50 m de profondeur, pour planter un arbre d'alignement qui devait être d'une belle taille. Voilà, et ensuite, donc les couches superficielles, évidemment, dans ce jardin, on n'a pas pu retrouver les traces des parterres, les traces superficielles, comme je vous ai montré tout à l'heure à Hampton Court, puisque le terrain a été reconverti en terre agricole à la Révolution jusqu'à nos jours. Voilà. Mais ce jardin avait complètement disparu du paysage, en fait. On était face à un pré qui, certes, était nivelé, et comportait la mention parterre sur le cadastre ancien, mais il n'y avait plus du tout trace d'aucun parterre, d'aucun arbre d'alignement. Tout à l'heure, je vous disais, si on a de la chance, on peut tomber sur des éléments de décor. Ici, dans le jardin de l'Hôtel Biron à Paris, c'est le musée Rodin, on est tombé par hasard sur une grosse fosse dépotoir pleine de débris de vases de jardin du XVIIIe siècle et d'éléments de statuaire en terre cuite qui ornaient les jardins du duc de Biron au XVIIIe siècle. Alors, comment on en est sûr ? On a des inventaires après décès du duc de Biron qui décrivent la décoration qui se trouvait dans les jardins. Et on les a retrouvés par hasard dans cette fosse. On a creusé un sondage à cet endroit dans un tout autre objectif et on est tombé sur ce dépotoir.
Donc voilà, je vous passe rapidement les éléments Les vases étaient quasiment entiers. Hein. Ils ont été... En fait, après, au XIXe siècle, l'hôtel de Biron a été converti en école en institution religieuse. Et je pense qu'elles ont débarrassé tous les jardins de tous les vieilleries. Pour elles, c'était des vieilleries. Elles les ont entreposées dans l'orangerie. Et à un moment donné, elles ont dû débarrasser l'orangerie pour en faire une salle de classe. Elles ont creusé un trou, enfin, elles, les sœurs, les religieuses, ont fait creuser un trou dans les jardins, visiblement, dans les bosquets, pour enterrer ces débris. Voilà, donc des pots très décorés, des pots... Au XVIIIe siècle, en fait, il y avait énormément de... On ne le sait pas, c'est très peu étudié, mais plus ça va, plus on se rend compte que les jardins étaient ornés de pots, de vases, en fait. Le long des allées, autour des structures des bassins, il y avait beaucoup de pots de fleurs dans les jardins. Et pas forcément des grands pots de fleurs, puisque ici, on est sur des vases qui font 30 cm de haut. Donc ça permettait d'orner les jardins avec des fleurs qu'on pouvait changer régulièrement. Alors, on s'est longtemps demandé ce que c'était ces céramiques. En fait, il y avait une vacherie, ce qu'on appelait dans les sources de l'hôtel de Biron, les sources historiques qu'on a consultées, ils appelaient la vacherie. En fait, c'est une laiterie d'agrément, comme ça se faisait beaucoup à la fin du XVIIIe, où on transformait le lait. C'était tendance, on va dire, à cette époque, d'avoir une laiterie d'agrément dans son jardin. Et donc, c'est des moules, en fait, c'est des égouttoirs à fromage qui se trouvaient dans cette même fosse dépotoir. Des éléments de statuaire, donc des éléments de statues qui représentaient les saisons. Ici, une tête d'enfant. Voilà. Donc, c'était pour vous donner un panorama assez large de ce qu'on peut retrouver lorsqu'on fait une fouille de jardin. Maintenant, je vais donc vous parler de Méréville, les travaux qu'on a engagés à Méréville. Donc, Méréville se situe dans l'Essonne, au sud de Paris, sud-sud-ouest, tout près d'Étampes. Et le parc dépend de ce château et se situe dans le village de Méréville. Alors c'est un parc de 52 hectares, hein, c'est pas rien. Donc depuis, il a été, à l'époque, hein, il faisait 52 hectares. Depuis, il a été, certaines parties ont été loties. Il ne fait plus que, on va dire, 30 hectares. Donc il a été créé et conçu entre 1784 et 1794 par l'architecte François-Joseph Bélanger, puis par le peintre Hubert Robert. Ces deux architectes, alors Hubert Robert est un peintre paysagiste, François-Joseph Bélanger est plus architecte, mais ces deux professions étaient, au XVIIIe siècle, étaient sollicitées dans la création des jardins. Donc ils ont été sollicités par Jean-Joseph de Laborde, qui est un commanditaire fortuné, un grand financier et également grand amateur de jardins. Le parc est dit de style anglo-chinois et il s'inscrit dans l'essor des jardins pittoresques de la fin du XVIIIe siècle qui rompent avec l'idéal du jardin régulier, classique, dit aussi, entre guillemets, jardin à la française, qui prévalait depuis le XVIIe siècle. Donc ça s'inscrit dans une nouvelle mode inspirée à la fois des jardins anglais, des jardins chinois. Ce type de jardin, et notamment le parc de Méréville, est composé comme un tableau articulé autour de scènes que l'on découvre au fil de la promenade par des chemins sinueux. Donc ici, vous avez le plan du parc de Méréville, donc le plan attribué à son concepteur, Bélanger. Et je fais quelques encarts. Ce qu'on voit bien, c'est la rivière, ici, qui est une fausse rivière. Au départ, on a une rivière qui traverse la vallée d'est en ouest, tout droit. Bélanger en a fait une vallée au contour, aux multiples méandres. Et puis l'aménagement, la création de scènes à certains endroits. La scène du Grand Rocher, qui est ici, avec des falaises et des grottes. Et ici, la scène du Pont des Roches, c'est un pont reconstitué en roche. Donc l'aspect pittoresque et paysager. Dans ce jardin, à Méréville, l'eau est omniprésente, notamment visuellement, avec des jeux de miroirs, des effets de lumière. Et l'eau est un des fils conducteurs de la promenade.
Ici, on a un tableau de Hubert Robert qui représente le Grand Lac, dont on va parler tout à l'heure, avec le château en arrière-plan, la colonne rostrale ici, sur l'île du Grand Lac, et le pont, un pont en arche. Voilà, donc scène très bucolique, hein, c'était vraiment l'état d'esprit à l'époque et ce qui plaisait. Ici, on a la Juine, donc la fameuse rivière dont le cours a été modifié, détourné, la Grande Prairie. Donc, au sein de ces jardins dits pittoresques ou anglo-chinois, on plante des fabriques, des éléments architecturés qui sont censés faire travailler l'imaginaire, soit en rappelant des contextes, des mondes situés, éloignés géographiquement ou éloignés chronologiquement, temporellement. Voilà, faire travailler l'imaginaire. Ici, on a sur cette carte postale un pont cintré d'inspiration chinoise qui permettait de rejoindre l'île Nathalie, qui était une île créée au niveau de la Juine. Ici, on a la cascade du Petit Lac avec un kiosque, voilà, plus la petite cascade. Donc tout ça participe de ces scènes, voilà, qu'on découvre au détour d'un chemin et qui alimentent la surprise ou des émotions également. Alors à cette époque, on était fasciné par la thématique des ruines et de l'Antiquité. Donc tous les jardins créés à la fin du XVIIIe, ces jardins pittoresques, comportent des éléments qui inspirent soit la frayeur, soit donc ces jardins. La visite de ces jardins était censée apporter des émotions et parfois des émotions fortes. Et la thématique des ruines avec le petit temple sur la colline au-dessus du pont ruiné. Alors c'est un faux pont, évidemment. Fascination également pour le monde souterrain, le monde des origines. Ici, tout ça se trouve dans le parc de Méréville, hein, actuellement encore. Cette galerie couverte et ces enrochements artificiels qui ornent le coteau. Donc, le parc de Méréville a été créé à la fin du XVIIIe siècle, dans les dernières décennies. Il a eu une période d'abandon assez longue, depuis la fin du XIXe siècle. Il a été restauré au début du XIXe siècle, il a été même ouvert au public. Et puis, à partir de la fin du XIXe, il tombe un peu en désuétude. Et au XXe siècle, il est même très endommagé par une exploitation forestière. Dans toutes les prairies ont été plantées pour exploiter le bois. Ensuite, le jardin a été acquis par le département. Alors, l'histoire est plus compliquée, mais finalement, le département de l'Essonne acquiert le jardin à la fin de l'année 2000. Et après 2 campagnes de travaux d'urgence et de sécurisation, il a fait l'objet de différentes études en vue d'un projet de restauration. Alors, notamment une étude archéologique. Étant donné l'importance de l'eau dans le jardin, le département a décidé que la remise en état des structures hydrauliques et de tout le réseau, puisque c'était quand même l'essentiel du parc et ce qui guide la promenade dans le parc, c'est l'eau. Donc la restauration, la remise en état du réseau hydraulique et de ses composantes, qui étaient les cascades, les ponts, les îles, les promenades, le long des berges, serait l'une des priorités du projet de restauration. Alors, la difficulté à Méréville, c'est que le jardin bénéficie d'une double protection, à la fois patrimoniale, au titre des monuments historiques, mais également environnementale, puisque le jardin est redevenu sauvage, ensauvagé, on va dire, et donc des espèces s'y sont installées, et aujourd'hui, elles sont protégées. Donc, la restauration devait tenir compte à la fois des critères patrimoniaux, mais aussi des critères environnementaux, ce qui n'était pas chose facile, et ce qui ne l'est toujours pas, je pense. Donc la priorité, c'était de restituer les scènes historiques liées à l'eau, voilà, en intégrant à la fois les questions de préservation du patrimoine, mais aussi de diversification et de valorisation des milieux naturels. Alors, avant les travaux, il s'avérait important de retrouver les traces des dispositifs du XVIIIe siècle, pour essayer de refaire ou déjà de connaître comment les architectes du XVIIIe siècle s'y sont pris pour faire ce jardin, et pouvoir éventuellement formuler des propositions de restauration des composantes du jardin, en s'appuyant sur les traces et les vestiges encore présents dans le sous-sol. Donc c'est là que l'archéologie est entrée en jeu. Alors on dispose d'une grande quantité de documentation historique, hein, ceci dit. Beaucoup de sources qui ont été étudiées de façon très pertinente par des historiens, notamment Nicole Guéric, qui en a fait sa thèse. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les sources ne disent pas tout, et notamment sur les aspects techniques, donc de la conception d'un jardin.
Alors, l'analyse des plans montre que le site a été radicalement transformé entre 1781, juste avant l'arrivée de Bélanger, et après. Donc, quand Bélanger et Laborde se promènent à Méréville, ils ont à peu près ce que vous voyez ici, c'est-à-dire un château, des jardins géométriques, des parterres réguliers, des structures hydrauliques, ici un canal, ici certainement un bassin sur le côté du château, et puis la rivière de la Juine, donc un vallon marécageux. Ici on est sur des terrains marécageux, des prés, des pâtures naturelles, et une Juine qui coule du sud vers le nord, qui traverse la vallée tout droit. Quelques années plus tard, donc le jardin, on commence les travaux en 1784, il s'achève, on va dire 10 ans plus tard, puisqu'il y a eu plusieurs reprises. On a l'état de ce grand lac qui est ici a eu 2 états, donc cet état-là qu'on voit ici, et puis un autre état postérieur de 2 ou 3 années seulement, où il a été agrandi. Le projet est en perpétuel mouvement en fait, et on observe des évolutions en l'espace de quelques mois. Donc ce projet-là de Bélanger initial n'est pas celui qui a été réalisé sur le terrain, hormis la rivière qui, elle, a bien été transformée de cette façon. Donc on voit que cette rivière qui traversait la vallée du sud vers le nord tout droit, a été complètement transformée. Et tout ça est artificiel. Donc un jardin irrégulier, avec une rivière, des lacs, ici, des cascades, de grandes pelouses d'agrément, et des dizaines de milliers d'arbres exotiques qui ornaient ce jardin, dont on voit quelques images ici, et dont on a une liste très précise dans les sources d'archives. Voilà, alors il faut imaginer qu'ici on a un marécage, et une tourbière également. Alors, l'idée était de savoir comment, quand on passe de ce plan à l'autre, comment les architectes s'y sont pris techniquement pour réaliser un jardin d'une telle ampleur, d'une telle magnificence, et aussi un jardin qui a les pieds au sec, puisque ce jardin, il a vécu, il a été pérenne, il nous est parvenu, et il était en état au moins jusqu'à la fin du 19e. Donc, en partant d'une tourbière, comment on a pu s'y prendre techniquement pour faire un jardin pérenne dans le temps, avec des végétaux qui ont les pieds au sec. Ce qu'on nous a demandé plus précisément, c'est de localiser les aménagements précisément, puisque les plans ne sont pas toujours précis, notamment le plan de Bélanger n'est pas précis, puisqu'on sait qu'il n'a pas été réalisé exactement tel qu'il est sur le papier. Donc localiser les éléments, les caractériser techniquement, notamment les berges. Ce qui intéressait les architectes aujourd'hui, c'est parce que toutes ces structures hydrauliques ont dépéri, donc il faut les restaurer. Comment les restaurer, comment refaire les berges, comment elles étaient conçues à l'origine et comment on va pouvoir les refaire aujourd'hui. Par contre, le cadastre napoléonien, lui, est assez fiable. C'est une source fiscale, donc en tant que telle, c'est un document dont les historiens se servent beaucoup, même sur les aménagements d'Ancien Régime, même si c'est des cadastres qui datent du début du XIXe siècle, ils portent la trace de ce qui a pu exister au XVIIIe quelques dizaines d'années avant. Donc heureusement on a ce cadastre où tous les chemins figurent. L'arpenteur a été très, très méticuleux sur ce jardin. Il a représenté tous les chemins. Et évidemment, toutes les rivières, toutes les structures hydrauliques, le grand lac, le petit lac ici. Donc je vous les signale parce que c'est des aménagements sur lesquels on a travaillé. Donc on a travaillé sur le petit lac, le grand lac, certains chemins. On a travaillé sur un pont qui se trouve ici, un autre ici, celui-ci également. Et puis sur les berges de la Juine, parce que la Juine comme je vous l'ai montré, est une rivière artificielle aujourd'hui, qui a été conçue et donc qui a eu des berges aménagées à une époque. Donc nous avons réalisé 24 sondages sur 2 années. 2014, les sondages sont écrits en rouge, 2015 en bleu. Voilà, donc un peu partout. Alors évidemment, c'est des sondages ponctuels. C'est pas une fouille exhaustive du jardin, faut bien comprendre ça. L'architecte avait des questionnements bien précis, et nous, on est arrivés pour répondre à ces questionnements par des sondages implantés à des endroits bien précis. Rechercher les aménagements de berges originels de la rivière et des lacs.
Alors ça, c'est une étendue d'eau qui a été créée, qui est très récente. On n'en tient pas compte, ce n'est pas un aménagement historique. Essayer de repérer les ponts et les allées qui ont disparu. Et puis, les objectifs, donc, je reviens, caractériser techniquement, esthétiquement les structures du XVIIIe et comprendre le fonctionnement du système hydrologique mis en place au XVIIIe. Comment, justement, ils sont passés d'une tourbière à un jardin d'agrément. Pour cela, il a fallu éloigner l'eau ou tout au moins la gérer. Alors, c'était un chantier un peu particulier, les pieds dans l'eau, vous imaginez bien, quand on va chercher comment une berge de lac ou de rivière a été aménagée, eh bien, à un moment, on va être les pieds dans l'eau. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Donc, des pompes pour évacuer l'eau des sondages, pour qu'on puisse faire nos observations. Et puis, des pales planches pour mettre la zone, parce que là, en fait, c'est le grand lac. Alors, évidemment, il n'a plus vraiment l'aspect d'un grand lac. La végétation a retrouvé ses droits, mais bon, c'est quand même très imbibé d'eau. Donc, on a fait poser des pales planches par une entreprise spécialisée, et pour pouvoir éviter que l'eau n'arrive en masse dans le sondage, qui nous a permis de mettre au jour l'ancienne berge, ici, berge maçonnée, du Grand Lac. Donc, une première catégorie de vestiges qui intéressait l'architecte, c'est les structures hydrauliques. Donc, comment le Grand Lac, comment la rivière de Juine, comment leurs rives et leurs berges ont été soutenues, aménagées et conçues. Donc, c'est le même endroit, là on le voit de l'extrémité du sondage. Donc on a retrouvé le mur de berge, à l'origine on a ça, une espèce de talus. Donc l'idée était de savoir est-ce qu'ils ont aménagé une berge ou est-ce que c'est une berge naturelle. Donc non, à cette époque, quand on crée un lac, on veut que la berge se maintienne, on veut que les contours du lac se conservent assez longtemps, donc on aménage. Et on aménage comment? Alors à Méréville, on est dans un contexte de jardin irrégulier, donc il est hors de question qu'on voit un mur, en fait. Puisqu'on veut donner l'impression d'un lac naturel, on va faire un mur, ça c'est les données de fouille qui nous renseignent dessus, on va faire un mur maçonné mais sans mortier. On n'a pas besoin de mettre de mortier puisqu'on a une étanchéité qui est faite avec de l'argile. Donc ce corroi d'argile, corroyage, qui est appliqué en arrière du mur de berge pour contenir l'eau dans le lac. Et donc le mur de berge, c'est juste un petit muret destiné à soutenir les sédiments qui sont derrière, qui sont des remblais. Tout ça, c'est des remblais. Donc on a surélevé, là encore, le niveau du sol pour se tenir à distance de l'eau. On a construit le mur donc, pour soutenir les sédiments. Mais avant cela, ce sur quoi le sondage nous informe, c'est qu'on a la tourbe en place ici. La tourbe a été décapée, donc creusée. Donc creuser à gauche, ça c'est normal, c'est pour creuser le profil du lac. On a creusé la tourbe, mais côté prairie, c'était inédit. Ils ont aussi creusé la tourbe, c'est-à-dire qu'ils ont décapé la tourbe, et à la place de la tourbe qu'ils ont retirée, ils ont rapporté du calcaire concassé. On a tout un tas de falaises tout autour du site de Méréville, des carrières de calcaire. Ils ont utilisé ce calcaire concassé pour remblayer toute la vallée. Ça, par contre, c'était mentionné dans les sources d'archives. Les sources d'archives disent que la Borde a fait décaper tout le fond de vallée, a fait enlever la tourbe sur le fond de vallée. Et donc là, on en a la preuve tangible dans ce sondage et dans d'autres sondages qui ont été réalisés. Donc la tourbe a été décapée et du remblai calcaire a été rapporté. Alors, à quoi il sert ce remblai calcaire? En fait, c'est pour, là encore une fois, éloigner l'eau des couches superficielles du sol. L'eau circule en profondeur, donc il est drainant ce calcaire. L'eau circule en profondeur, à distance des végétaux, de la surface du sol. Et ce faisant, on a une surface du sol qui est praticable, en fait, qui est sèche. Donc c'est des travaux de drainage titanesques, gigantesques. Voilà, donc là vous avez la version terrain, c'est ce qu'on voit quand on fait Donc là l'idée c'était de faire une coupe en travers de la berge, de l'endroit où on supposait se trouver la berge de ce lac. On fait une coupe et puis on tombe sur les aménagements. Voilà. Donc ensuite on les dessine et ça donne ça. Et là on dessine et on interprète, on analyse. Donc voilà la tourbe retaillée du côté du lac et la tourbe retaillée du côté du jardin pour installer ce remblai drainant. Ensuite, on construit le mur. Alors, le mur, il a, toujours dans cet esprit de faire une berge qu'on croirait
naturel, on fait un mur à pans inclinés. Et donc, ces pierres sont juste là pour soutenir les sédiments. Et puis, évidemment, soutenir le courroie d'argile qui fait l'étanchéité à l'arrière. Et ensuite, on rapporte de la terre, des remblais, pour surélever le jardin au niveau voulu. Donc, l'interprétation, c'est celle que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce remblai drainant, il permet que l'eau circule en profondeur. Voilà. Et le niveau du lac, au maximum, devait se trouver à cet endroit, puisqu'il ne fallait pas qu'il dépasse la hauteur du courroie. Alors ça, c'était pour la berge du Grand Lac. On a également fait des sondages autour du Petit Lac, puisque les questions concernent le Petit Lac également, qui est censé à terme être remise en eau, restaurée. Alors au contraire du Grand Lac, ici on a une berge qui est traitée à peu près pareil, c'est-à-dire avec le remblai drainant, la tourbe retaillée du côté de l'eau, la tourbe retaillée du côté de la terre pour installer le remblai drainant qui est ici. Et puis une maçonnerie inclinée, pareil, pour donner l'effet d'une berge naturelle qui ne se voit pas. Certainement qu'il y avait de la terre au sommet, la végétation devait pousser jusqu'au bord. Mais on n'observe pas à cet endroit de courroie argileux, ce qui signifie que cette berge était perméable. Les flux hydriques, l'eau pouvait aller dans le Petit Lac. Et certainement, c'était voulu pour alimenter le Petit Lac en eau. Voilà, donc on a fait plusieurs sondages à différents endroits des berges du Grand Lac et du Petit Lac. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une logique. Ici, de ce côté, on a un coteau assez pentu, qui fait la limite est du jardin, du parc. Et donc, qui dit coteau dit des écoulements d'eau, bien sûr, qui peuvent arriver en masse. Donc ces berges-là, du côté de l'est, ont été traitées avec des murs perméables, sans courroie d'argile, ce qui permettait à la fois d'alimenter les différents lacs en eau, ils devaient se remplir, ces lacs. Et puis également, en faisant des murs perméables, on fait en sorte que l'eau ne s'accumule pas derrière le mur de berge, qu'au contraire, il filtre à travers. Parce que si on avait de l'eau qui s'accumulait derrière, le mur ne résisterait pas. Au bout d'un moment, très rapidement d'ailleurs, il s'effondrerait. Donc, on prévoit des murs perméables à la fois pour récupérer les écoulements souterrains qui arrivent du coteau, et puis aussi pour préserver le mur, tout simplement. En revanche, dans les parties plutôt plus horizontales, comme ici, au niveau des prairies, on a fait en sorte que l'eau se conserve dans la structure hydraulique, dans le lac, en faisant des murs doublés d'un courroie d'étanchéité en argile. Alors, l'utilisation de l'argile pour l'étanchéité, c'est quelque chose qu'on voit partout, à toutes les époques, depuis le Moyen-Âge même peut-être. Alors, les Romains, ils avaient d'autres techniques, une technique de mortier hydraulique. Mais sur les structures hydrauliques dans les parcs et jardins du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est assez souvent, la plupart du temps, pas toujours, mais des étanchéités à l'argile. Voilà, donc les murs de rive de la rivière, on a observé à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire à certains endroits, donc pareil, des murs à pans inclinés pour donner l'illusion d'une berge naturelle, des murs en pierre sèche, doublés d'un courroie d'étanchéité en argile aux endroits où on voulait que l'eau ne passe pas, et aux endroits où la berge, où la rivière était drainante des terrains environnants, là on a fait des murs perméables et sans courroie d'argile. Donc voilà le mur. Alors évidemment les berges, c'est pour ça qu'on était là aussi, pour savoir où était l'ancienne berge, puisqu'elles ont bougé, elles se sont reculées, au contraire le terrain s'est avancé, ces berges ont disparu au fil du temps. Donc ici on voit que la berge, au contraire, elle s'est avancée dans le lit du cours d'eau, et on a le mur de berge originel ici. Ici un mur de berge, lui il était à peu près à l'endroit où il se trouvait originellement, et on a ce courroie d'argile à l'arrière. Donc pareil pour la rivière, un traitement différencié des murs de rive. En amont du Grand Lac, des murs doublés d'un courroie d'étanchéité pour conserver l'eau dans les structures hydrauliques, donc dans le Grand Lac, puisque c'est le Grand Lac qui était intéressant. Et en aval du Grand Lac, des murs perméables qui, eux, justement, permettaient l'évacuation de l'eau qui circulait souterrainement. Donc l'eau pouvait s'évacuer naturellement et souterrainement dans la rivière en aval pour drainer. Donc la rivière à cet endroit
et réellement un ouvrage de drainage en fait. Ensuite, donc ça c'est pour les structures hydrauliques de la rivière et des deux lacs. On a aussi constaté la présence de pierrets, de canaux, donc de canaux souterrains, d'aqueducs souterrains. Notamment ici, on est au niveau de la laiterie, là, encore une laiterie. On est toujours au XVIIIe siècle. Donc une laiterie avec une salle de fraîcheur. Alors elle est défigurée actuellement, puisque sa façade a été déplacée dans le parc de Jeurs, qui est très proche de Méréville, donc qui au départ se trouvait ici. Donc une laiterie d'agrément où on transformait le lait de vache pour en faire des fromages et des glaces peut-être, qui est traitée comme une grotte. Il y a une grotte en fait au fond de la paroi, là, on a une grotte. Et donc dans ces laiteries, il y avait besoin d'eau. Donc il y a tout un dispositif hydraulique, l'eau circule dans des canaux à l'intérieur, le long des murs, et puis elle s'évacue du côté nord ici, en direction de la grande cascade. Donc l'eau de la laiterie, on sait que l'eau de la laiterie alimentait, à la fin de sa course, la grande cascade. On a une grande cascade, je ne vais pas beaucoup en parler ici parce qu'on n'a pas fait d'études de recherche archéologique de ce côté-ci. Mais le clou du spectacle à Méréville, c'est la grande cascade avec évidemment une cascade artificielle qui était mise en eau assez régulièrement et grâce à un aqueduc qui était prélevé dans la Juine, mais bien en amont, au niveau d'un moulin à 3 ou 5 km en amont. Et donc une partie de cette eau qui alimentait la grande cascade venait de cet aqueduc qui prenait l'eau sur la Juine bien en amont, mais aussi une partie venait de cette laiterie. L'eau pouvait s'évacuer donc en direction de la grande cascade. Mais lors de cette fouille, on a pu voir qu'on avait aussi un aqueduc qui amenait l'eau vers le Grand Lac. Voilà, c'est ce qu'on a ici dans ce sondage. Et sur ces photos, donc là, il est vu de dessus. C'est un aqueduc maçonné, très beau, très bel ouvrage, qui fait 60 cm de haut, 40 cm de large, et surtout à l'intérieur, qui est complètement enduit de mortier de tuileaux. C'est un mortier qui est fait avec de la chaux et de la brique concassée. C'est un mortier qui est inventé par les Romains pour les structures hydrauliques, qui est parfaitement étanche, et qui est utilisé jusqu'à l'invention du ciment moderne de Portland au milieu du 19e siècle. Mais donc, en 18e, on utilise encore ce mortier de tuileaux. Et donc, les eaux de la laiterie alimentaient le Grand Lac. On sait que c'était vraiment de l'adduction, puisque pour éviter qu'il y ait des pertes, on a enduit l'intérieur de cet aqueduc avec du mortier hydraulique. Voilà, donc on avait donc des aqueducs bien étanches, mais également ce genre d'ouvrages qu'on appelle pierrés, il y en a beaucoup dans le parc de Versailles. C'est des ouvrages de drainage souterrain, tout simplement. Donc on aménage un conduit maçonné qui est complètement perméable, donc qui attire les circulations d'eau souterraine et qui les canalise souterrainement pour les emmener vers l'endroit qu'on souhaite. Donc ici, on a une pierrée, on a découvert donc le mur de berge du Grand Lac et avec juste derrière cet ouvrage. Voilà, qui devait récupérer les eaux d'écoulement du coteau et les diriger vers le Grand Lac, vers l'angle qui se situe au sud. Donc voilà un schéma de ce qu'on a découvert dans ce secteur au niveau hydraulique. En rouge, c'est les sondages en tranchée qu'on a fait, dans lesquels on a pu observer ce que je vous montre les photos, et ce qui nous a permis de déduire les hypothèses que j'évoque. Les eaux de la laiterie qui se dirigent en partie vers la grande cascade et pour une autre partie vers le Grand Lac. Ici, il n'est pas en eau. Il y a un atterrissement des structures hydrauliques à Méréville depuis très longtemps. Et si on ne fait rien, le Grand Lac va disparaître. Il est déjà quasiment disparu. Voilà, donc au niveau hydraulique, c'était très intéressant quand même ces recherches, puisque on a pu se rendre compte que déjà, ce qu'on ne savait pas au départ, ces structures hydrauliques, la rivière comme les lacs, en fait, ont été creusées directement dans la tourbe et ne comportent pas de fond aménagé. C'était inutile puisque la tourbe, une fois qu'elle est imbibée d'eau, elle fonctionne comme un fond étanche. Voilà, donc finalement, les aménageurs, en fait, certainement Bélanger, mais aussi toutes les équipes techniques auxquelles il a fait appel pour réaliser ces travaux, avaient une connaissance intuitive des processus hydrogéologiques en jeu sur le terrain, puisqu'ils ont vraiment imaginé des solutions techniques adaptées et efficaces pour faire que ce jardin soit pérenne dans le temps et soit réalisable. Finalement, ils ont exploité, ils se sont servis de l'eau et de la tourbe
Ça aurait pu être des grosses contraintes. En fait, ils n'ont pas cherché à les contourner. Ils s'en sont servis, en fait, de façon intelligente. Donc, les conclusions sont celles-ci. Les maçonneries toutes ces structures hydrauliques étaient réalisées en pierre sèche, doublées ou non d'un corps d'étanchéité, selon l'objectif qu'on en avait, qui était soit de récupérer des eaux pour alimenter la structure hydraulique, soit au contraire de conserver l'eau à l'intérieur à tout prix. Au niveau donc des prairies, un décapage généralisé de la première couche de tourbe, remplacé par un remblai calcaire concassé, faisant office de sous-couche de drainage où l'eau pouvait circuler en profondeur. Des pierrets récupérant les eaux de source des coteaux environnants et qui permettaient de les guider souterrainement là où on voulait qu'elles aillent. Tous ces travaux, combinés les uns avec les autres, ont fait qu'on a pu concevoir des structures hydrauliques artificielles, mais constamment alimentées en eau, par la rivière, par les sources qui arrivaient du coteau, cependant avec des plantations ayant les pieds au sec. Et donc un jardin qui s'est avéré pérenne dans le temps, évidemment. Vu les sommes investies, il le fallait. Donc on s'est intéressé aux structures hydrauliques, comme on vient de le voir, mais également il y a certains ponts qui posaient question, parce que tous les ponts, il n'y a quasiment aucun pont d'origine, notamment le pont dit pont gris, qui est actuellement une sorte de pont-digue couvert d'un platelage en bois. Voilà, l'une des questions était où se situaient les berges à cet endroit et est-ce qu'il reste des vestiges du pont ou de la passerelle originelle. Alors malheureusement non, il ne reste aucun vestige de la passerelle ou du pont originel. Donc voilà, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est un pont, il est déjà ancien, il date de la fin du 19e siècle. Un pont digue avec un système de vannage, en fait, qui a été construit, on suppose, à l'époque où on a un moulin en amont qui se trouve dans l'enceinte du parc, qui a été transformé en scierie au début, fin 19e, début 20e. On suppose que ce pont a été construit pour élever le niveau de l'eau et de la quantité d'eau dans le bras usinier du moulin, qui est en amont. Donc on pouvait fermer la vanne, ce qui faisait que l'eau montait et que la quantité d'eau qui passait dans le bras du moulin était augmentée. Voilà, donc quand on a construit ce pont, eh bien, on a caché les berges originelles qui sont là, qui ont été retrouvées. De ce côté, on l'a ici, et de l'autre côté, on l'a ici. Si vous voulez, la construction du pont-digue a fait que ça a ralenti le débit du cours d'eau, et toutes les particules fines se sont accumulées en amont du pont, ce qui fait que la berge s'est considérablement rétrécie à cet endroit depuis le XVIIIe siècle. Voilà, on est tombé sur une carte postale réalisée à la fin du XIXe siècle qui montrerait peut-être on a l'impression de distinguer une passerelle cintrée qui pouvait être l'ouvrage d'origine ou l'ouvrage restauré déjà début XIXe. À l'image de celle-ci, là, elle est plus visible. Alors, ce n'est pas celle-ci, mais c'est celle qui relie la rive gauche de la Juine à l'île du Grand Lac. On voit cet ouvrage, une passerelle en bois, ce qui serait l'origine de l'appellation pont gris. Il se pourrait que ce soit à l'origine une passerelle en bois peinte en gris. Il y avait des questions également sur les allées du jardin. Il y a eu quelques fouilles pratiquées déjà dans le parc de Méryville dans les années 90. Donc il y avait déjà quelques éléments. On savait déjà que les allées du jardin, du parc d'origine, étaient réalisées en cailles. Alors, ce que les locaux appellent des cailles, c'est des petits galets de silex qu'on prélève dans des carrières tout près de Méryville. Et ça a la taille d'un œuf de caille. C'est pour ça qu'on les appelle des cailles. Toutes les allées donc étaient conçues de cette façon. Ça a dû être un travail gigantesque, puisque les allées, le parc de 52 hectares, ça fait un certain nombre de kilomètres d'allées. Les allées dans les grottes, dans les passages rocheux que je vous ai montrés tout à l'heure, étaient aussi réalisées en petites cailles, donc en petits galets de silex. Donc là, dans un des sondages, qui n'avait pas été spécialement fait pour les allées, mais du coup, on a retrouvé les vestiges d'une allée à cet endroit. Les vestiges intéressants d'une allée qui ne figurait pas sur le cadastre napoléonien, qui lui date du début de 1831. Donc ce qui veut dire qu'il y a des allées entre 1790, on va dire, et 1831, il y a déjà des allées qui avaient disparu. Et donc ici, on a mis au jour celle-ci qui devait continuer à longer dans le prolongement de celle-ci qui devait longer la berge jusqu'au moulin. Voilà comment étaient conçues ces allées. Donc l'intérêt de l'archéologie, c'est ça, aller au contact des vestiges pour les caractériser techniquement.
Ici, on a une allée, donc on voit bien son profil bombé pour l'écoulement des eaux sur les côtés. Ça, c'est toujours d'actualité quand on aménage une allée dans un jardin. On se débrouille pour qu'elle soit légèrement bombée afin que la formation, que ça n'occasionne pas de flaques, que l'eau ne stagne pas dans l'allée et occasionne des flaques. Donc on a un gros radier de pierre ici, et par-dessus un revêtement en béton réalisé à l'aide de ces petits galets de silex qu'on appelle des cailles. Ce qui faisait, je vais vous en montrer une image. Alors là, pareil, un sondage à un endroit où il n'y a plus aucune allée aujourd'hui, mais elle n'est pas très loin puisqu'on l'a retrouvée sous à peu près 30 cm de terre, la présence de cette ancienne allée. Elle est assez altérée puisqu'elle est proche de la surface. On va voir tout à l'heure que les allées qui sont aujourd'hui enfouies sous un peu plus de sédiments, qui ont été recouvertes, sont conservées, on dirait qu'elles sont intactes. Alors ici, comme on est proche de la surface avec beaucoup d'activités biologiques, elle est assez dégradée, mais bon, on voit quand même que c'était une allée en caille. Voilà, celle dont je vous parlais, qui est parfaitement conservée ici. Alors, il y a un peu plus de profondeur, pas beaucoup plus, mais quand même, on a à peu près, elle est enfouie sous 50-60 cm de sédiments. Ici, on a trouvé 2 allées ici, 2 allées successives, puisque comme dans tout jardin, Méréville a une histoire. Il y a son état originel, il y a son état restauré au 19e, son état restauré au 20e, et puis l'état actuel. Donc ça fait 4 états. L'état premier, donc ici, avec cette petite allée en béton de caille, qui n'était pas plus large que 1,20 m ou 1,50 m. Et au 19e, début 19e, le parc est restauré en vue de l'ouvrir au public. On a fait des allées à l'économie, évidemment. Refaire des allées en béton, ça devait être très coûteux. Alors quand je dis béton, évidemment, ce n'est pas avec du ciment de Portland, c'est un mortier de chaux, basique. Donc cette allée 19e en calcaire concassé, voilà, qui était peut-être sablé en surface. Ici, un fragment de ce fameux béton de caille. Voilà, c'était pour vous montrer donc la succession des restaurations. Donc ici, l'état originel, en jaune, en béton de caille, l'état début 19e, et puis il y a un état encore plus récent, 20e, peut-être 20e, en concassé de tuiles, de briques. Voilà, donc à chaque fois, en fait, le niveau de l'allée est surélevé. Et ici, on est en bordure de la rivière dite anglaise. C'est une rivière qui permet l'évacuation du Grand Lac et que les eaux du Grand Lac retournent un peu en aval dans la rivière principale. Donc voilà l'image, bon, c'est petit, mais... Donc en gros, voilà les portions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire une fouille exhaustive. Donc l'idée, c'est de faire des sondages à certains endroits, et puis après, d'extrapoler. Donc en fonction des connaissances qu'on a et que l'on a acquises au cours donc des connaissances historiques que l'on a et aussi des connaissances que l'on a acquises en cours de chantier. Voilà les points où on a pu observer ces allées d'origine. Et celle que j'ai indiquée en bleu, qui est celle qui ne figure pas sur le cadastre napoléonien, mais qui a bien existé au XVIIIe. Là, ce n'est pas utile de dégager l'intégralité des allées, puisqu'on a un document historique, cartographique, qui nous permet de dire, voilà, les allées passaient à tel endroit, c'est assez fiable, avec certaines réserves, puisque celle-ci n'était pas indiquée sur le cadastre. Je vais conclure sur Méréville, et puis je parlerai d'un autre jardin, sur lequel l'archéologie a donné des résultats intéressants. Les résultats donc, de ces 2 campagnes de fouilles à Méréville n'ont pas révolutionné les connaissances historiques, on va dire, sur le site et sur le jardin. Ce n'était pas l'objet. Par contre, elles ont apporté des connaissances techniques sur la façon dont les concepteurs du XVIIIe siècle ont pu transformer ce site marécageux, tourbeux, en jardin d'agrément. Et donc c'était l'objectif, préciser comment ces structures hydrauliques ont été conçues pour pouvoir les restaurer de façon respectueuse. Respectueuse et de façon efficace également, puisque les solutions inventées au XVIIIe siècle pour créer ce jardin, quelque part, elles sont encore valables. On a de l'eau partout sur ce site. Et donc, s'inspirer des solutions techniques élaborées par les concepteurs au XVIIIe siècle, c'est intéressant pour nous aujourd'hui également, puisque si on veut restaurer le jardin, eh bien, il va falloir tenir compte de l'eau et des conditions de terrain.
Voilà, donc ces données tangibles témoignent des intentions techniques et esthétiques. On a vu qu'il y avait un traitement des berges particulier, d'un point de vue esthétique également, témoignent des intentions des concepteurs et permettent d'alimenter un projet de restauration plus respectueux donc, du site et de son histoire. Alors, donc Vaux-le-Vicomte, c'est un château, c'est le château de Fouquet, donc le célèbre intendant des finances de Louis XIV, avec un jardin. Donc c'est les mêmes artistes qui ont travaillé à Versailles ont travaillé avant Versailles, ont travaillé à Vaux-le-Vicomte. Et donc pour les jardins, c'est André Le Nôtre. Je rentre tout de suite dans la problématique du chantier qu'on m'a confié à Vaux-le-Vicomte. Le premier chantier, en 2013, c'est le réaménagement des berges du canal dit de la Poêle. Donc c'est ce canal qui est ici, qui est perpendiculaire à l'axe principal des jardins. Le château est ici, le château est dessiné, mais toute cette zone n'a pas été dessinée. On est sur un plan qui est attribué à Le Nôtre ici, mais il n'est pas achevé. Voilà, donc le château est ici, la grande perspective de nord-sud, le canal qui est perpendiculaire, et en fait le canal qui s'inscrit dans le lit d'un cours d'eau qui arrive ici et qui est canalisé dans toute l'emprise du parc. Alors la problématique, c'est que les berges, alors tout le parc de Vaux-le-Vicomte, le jardin, a été restauré à la fin du 19e, début 20e, une restauration totale. Les berges actuelles, enfin en 2013, étaient plantées de gazon et avec des alignements de marronniers. Ces marronniers qui avaient été plantés aux alentours de 1900, pour simplifier, étaient atteints par la mineuse, donc c'est une maladie, un papillon qui attaque les marronniers, qui les endommage et qui à terme les tue. Voilà, donc les propriétaires étaient obligés de les abattre, ces marronniers. Donc la question c'est quoi replanter. On est dans un jardin protégé, un jardin historique. Évidemment, on se demande quoi replanter et où replanter également. Donc les documents ne sont pas suffisants pour se faire une idée précise des aménagements qui ont été réalisés au XVIIe par Le Nôtre. On fait appel à l'archéologie. L'archéologie dit quoi ? Eh bien, l'histoire dit quoi déjà ? On a un extrait du plan dit de l'Institut attribué à Le Nôtre, réalisé donc vers 1650. Où on a a priori la représentation des berges telles que Le Nôtre les souhaitait. Donc on est dans un jardin classique régulier, des grandes allées sablées. Ici c'est ce qu'on a sur le bord, une grande allée sablée et un alignement d'arbres. Alors à cette époque c'était a priori des ormes. Je vous montrerai un document tout à l'heure qui l'atteste. Début 18e, enfin milieu 18e, on voit que ces berges, si on se fie à la documentation iconographique, ces berges ont évolué, on a planté un grand tapis de gazon, on a conservé a priori les alignements d'arbres. Alors, les tapis de gazon, c'est vraiment très à la mode au XVIIIe siècle. Il y a deux raisons. On aime le vert, l'influence de l'Angleterre, je pense, y est aussi pour quelque chose. On aime les grands tapis de gazon. Mais aussi, on imagine bien qu'une allée sablée qui fait plus de 20 mètres de large, c'est un coût d'entretien énorme pour les jardiniers et de travail aussi, également pour les jardiniers. Bien souvent, on plante des tapis de gazon pour minimiser le travail et l'entretien de ces grandes allées sablées du XVIIe. Donc voilà un tableau de la première moitié du XVIIIe siècle qui montre ces tapis de gazon également. Et donc là, le plan des sondages qui ont été réalisés sur la berge. Donc ici, le canal. On a fait trois sondages perpendiculaires à la berge. Donc l'idée, c'était de recouper les aménagements. Et puis 2 petits sondages qui ont permis de suivre en plan les éléments, les aménagements, les structures qu'on a observées en coupe dans ces 3 sondages. Voilà des images du chantier, une tranchée, comme voilà. Évidemment, on ne les creuse pas à la main, vous vous en doutez bien. Donc ces tranchées ont été très parlantes. On a pu lire tous les aménagements, à la fois ceux du XVIIe, ceux du XVIIIe et ceux du XIXe, dont étaient hérités les marronniers actuels. Ici, on ne voit pas très bien, évidemment. Alors nous, notre travail d'archéologue des jardins, c'est on fouille la terre, donc distinguer des sédiments un peu plus bruns, un peu plus jaunes, un peu plus foncés, voilà, c'est notre quotidien. Et il faut avoir le coup d'œil qui s'acquiert avec l'expérience. Et puis, ici, on le voit, la photo ne le rend pas, mais on a un aménagement linéaire ici qui correspond a priori à une structure de plantation. Je reviens un peu en arrière.
Voilà, ici vous voyez qu'on a donc la grande allée, l'alignement d'arbres, et qui est implanté parallèlement à cet aménagement en triangle qui est un bosquet. Et un bosquet au XVIIe, on souligne ses contours avec une palissade, souvent de charme, de cette époque. Ce qu'on appelle les charmilles. Voilà, donc ce que vous avez ici, nous l'avons interprété comme étant la tranchée de plantation de la palissade du bosquet qui voisinait l'allée. Ici, on a une fosse assez large, de 2 mètres de large, 90 cm de profondeur. Pour avoir fouillé beaucoup de jardins du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est à peu près les standards. En fait, quand on plante un arbre d'alignement, on fait une fosse carrée, bien souvent, toujours. À cette époque, on ne fait pas des trous circulaires. C'est bien souvent des fosses carrées, donc une toise de large, en gros, et 3 pieds de profondeur. C'est à peu près les dimensions qu'on a ici. Alors, c'est pas le seul critère qui nous fait dire que c'est la fosse du XVIIe, hein, mais ça y participe. Voilà la différence. Là, on a une fosse, les contours sont peu lisibles, mais on voit il y a un trait qui descend. On a encore la souche du marronnier qui a été plantée aux alentours de 1900. Mais on a aussi la fosse, ici. On voit qu'ils ont rapporté un remblai de rhénan au fond. Et c'est une fosse beaucoup plus petite que celle du XVIIe. Alors, je vous montre ces coupes, ces grandes coupes, parce que c'est vraiment ces coupes-là qui nous permettent de raisonner, de poser des hypothèses, et de pouvoir dater les éléments les uns par rapport aux autres selon les principes évoqués tout à l'heure, le principe de continuité et de superposition, voilà, qui dit que cette couche, elle est plus ancienne que celle-ci. Donc ici, qu'est-ce que nous avons vu et qu'est-ce que vous pouvez voir? Donc ici, le terrain naturel, donc on est sur des colluvions, hein, c'est des sédiments qui sont arrivés ici par colluvionnement, en bas de pente, puisqu'on est près de la rivière. Le sommet donc, de ces couches naturelles, entre guillemets, a été cultivé. On sait qu'avant la construction du château, ici, on en était dans des terres cultivables. Sur les berges des cours d'eau, on avait bien souvent des prés. Et donc, a priori, ce niveau brunifié qu'on a ici, à la surface de ces colluvions, qui est cette couche brun foncé, et qui aussi sur le terrain est brune, correspond au niveau d'origine. Donc, quand Fouquet et son architecte, le nôtre, se promènent et font leur projet de jardin, eh bien, ils marchent sur cette couche-là. Et les aménagements du XVIIe commencent vraiment à partir de cette couche. On a les vestiges de l'allée créée par le nôtre à cet endroit, en jaune. Donc à cette époque, quand on crée une allée, on décaisse le terrain légèrement, on répand ce qu'on appelle à l'époque de la recoupe de pierre. Donc c'est des éléments plus ou moins grossiers, mais de pierre, qui correspond à la couche de consolidation de l'allée, et puis par-dessus, on répand du sable. Donc le sable, évidemment, on l'a plus, hein, mais on a souvent dans nos fouilles, on retrouve ces couches de consolidation qui nous donnent l'information qu'à cet endroit, on avait une allée. On a donc la fosse que je vous montrais tout à l'heure, ici. Celle de tout à l'heure, ça doit être celle-ci. Donc là, c'est 2 sondages à 2 endroits différents. On voit qu'on retrouve les aménagements similaires. Donc ça, c'est le principe de continuité. Quand on a une couche dans un sondage et que 20 mètres plus loin, on retrouve la même couche, on considère que c'est la même couche. Enfin, on retrouve une couche similaire. On considère que c'est une couche qui a le même âge. Ici, la petite fosse de la tranchée de plantation de la palissade. À un moment, on plante un tapis de gazon, mais on refait l'allée de part et d'autre. Donc du côté du canal, le canal est ici. En rouge, vous avez la tranchée de fondation du canal. Quand on a voulu construire le canal, on a coupé le terrain, on a fait une tranchée. Et on a construit un mur, on ne l'a pas ici, mais il est juste ici, à cet endroit. Donc les sédiments en rouge, la couche en rouge, c'est les remblais qu'on a rapportés dans la tranchée qui a permis d'installer le mur du canal. Et donc on voit qu'on a rapporté des éléments grossiers, là en violet, pour faire l'allée, reconstituer l'allée de part et d'autre d'un tapis de gazon qui était au niveau entre l'alignement et le canal. Bon, je ne sais pas si je suis très claire. Mais en gros, dans cette coupe, on peut lire tous les aménagements qui ont été réalisés. Alors, on les lit partiellement, parce que à chaque fois qu'on fait un aménagement sur un autre, eh bien, ça l'endommage, ça le détruit à certains endroits. Mais on a quand même des traces qui nous permettent de le dire. Et puis, l'état donc, d'Alfred Sommier, qui est le propriétaire qui rachète le château au XIXe et qui le restaure au tournant du XXe siècle, on a la création de l'allée ici, donc qui est en fait complètement décalée par rapport à l'allée 18e qui s'étendait entre. Donc l'allée 18e, il faut voir du 17e, elle s'étendait de cette palissade jusqu'au canal ici.
Au XVIIIe, elle s'étend de la palissade jusqu'à un tapis de gazon qui est à peu près ici et qui faisait à peu près 10 mètres de large. Et puis après, à nouveau de l'allée jusqu'au canal. Au XIXe, tournant du XIXe du XXe, alors non, il y a une étape que j'ai oubliée, c'est l'étape post-révolutionnaire. Les jardins de Vaux-le-Vicomte et les jardins de la plupart des châteaux en France ont été convertis en surface de production. Donc ici, ça on l'a vu dans la coupe également, on a un niveau de terre qui occulte tous les aménagements, qui est général. Et ici, un arrachement de l'arbre qui faisait l'alignement au XVIIe et XVIIIe siècle. On a cette fosse qui a permis d'arracher un arbre, et cet apport de terre, de sédiments, des limons, certains peut-être extraits d'un curage du canal, je ne sais pas, qui ont été rapportés pour faire un champ. Et ensuite, fin 19e, eh bien, à nouveau, on restitue un jardin. Alfred Sommier souhaite restituer l'état le nôtre, mais malheureusement, ici, il s'est trompé. On a juste un tapis de gazon et une petite allée qui fait à peine 10 mètres de large ici. Et puis il replante, alors ici on ne l'a pas dans la coupe, mais il replante un marronnier qui est décalé de l'alignement d'arbres d'origine, qui est ici. Voilà, donc ça c'était un contrat pour l'entretien des jardins, c'était pour savoir, on s'est demandé qu'est-ce qui avait pu être planté pour ces alignements d'arbres. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on ne retrouve pas le végétal, donc l'archéologie n'apporte pas d'informations à ce sujet. En revanche, dans la documentation historique, on a des éléments, on a un contrat pour l'entretien des jardins, l'entretien qui est confié à Fiacre Gobelin, et il passe un contrat en fait c'est un bon de commande ou un contrat d'entretien tout simplement, avec le concierge du château. Et dans ce contrat, l'orme est surreprésenté dans la quantité d'arbres qu'il doit planter dans les pépinières. Donc on suppose que tous les grands alignements de Vaux-le-Vicomte étaient plantés en orme. Donc ça, c'était un schéma pour illustrer l'évolution de cette berge, en fait, entre le XVIIe ici et la fin du XIXe et nos jours, ici. Donc voilà, une grande allée sablée. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que la petite palissade, la tranchée de la palissade du Bosquet, riverain, en fait, elle s'éloignait du bord du canal, elle n'était pas parfaitement parallèle. Et là, on pense qu'on a affaire, pour ceux qui connaissent un peu le travail d'André Le Nôtre, à cette époque, au XVIIe, il a inventé les perspectives rapprochées, les perspectives ralenties dans la conception des jardins. Et donc, c'est vraiment le concepteur des jardins qui a joué sur ces effets de perspective en premier. Et par exemple ici, on a joué sur la perspective en implantant la palissade de façon oblique pour faire en sorte que l'allée ne paraisse pas trop longue. Au bout de cette allée, on a un pavillon. En fait, l'axe de découverte des jardins, c'est celui-ci. Et quand on arrive ici, au-dessus du canal, on se trouve sur des escaliers et on découvre le jardin à partir d'ici. Et donc l'idée, c'était de faire en sorte que cette allée ne paraisse pas trop longue. On a un effet de perspective ralenti. C'est-à-dire qu'on l'élargit au bout, on élargit la vue en implantant la palissade plus loin du canal. Alors évidemment, ce procédé, il perdure puisque les structures végétales au XVIIIe n'ont pas été modifiées. Donc on a toujours l'alignement au même endroit, la palissade au même endroit. La seule chose qui change, c'est le tapis de gazon. Fin XVIIIe, eh bien, tout ça disparaît du paysage. On rapporte de la terre, on fait un champ cultivable. Fin XIXe, début XXe, à nouveau, on recrée les structures dont je vous parlais tout à l'heure. Par contre, on ne restitue pas la perspective que le nôtre avait mise en place. Et surtout, eh bien, on fait une allée qui est très réduite par rapport à l'allée, évidemment, originelle. Voilà. Donc à Vaux-le-Vicomte, on est aussi intervenu sur un quinconce qui se trouve à l'est du château. Il est présent, alors on ne sait pas s'il est créé au XVIIe, on n'a aucune information pour le XVIIe. Donc on ne sait pas s'il fait partie du projet de Le Nôtre. Sur le plan de Le Nôtre, justement, le plan comporte un trou à cet endroit. Mais en tout cas, il est sur tous les documents du XVIIIe et du XIXe. Donc un quinconce, c'est un aménagement boisé, des alignements d'arbres, normalement plantés selon la figure du quinconce, donc c'est la figure du 5, d'une carte à jouer 5. Mais au fil du temps, on a appelé quinconce tout aménagement sur lequel on pouvait se promener avec des alignements d'arbres parallèles. Ici, c'est le cas, on n'avait pas vraiment de quinconce avec la figure du 5. Voilà, donc au fil du XVIIIe, XIXe, on a toujours.
Et voilà ce qu'on a retrouvé sur le terrain. Donc, un carroyage de fosses de plantation, tel que je vous en ai parlé tout à l'heure, des fosses de plantation carrées, à fond plat, à bords subverticaux, de 2 mètres de large, 90 cm de profondeur. Elles sont un peu moins profondes. Le terrain s'est tassé ici, ou certainement a été retravaillé. Mais en tout cas, on les a repérés. Voilà. On a repéré également sur les plans, on voit qu'au centre de cet aménagement, on a une salle de verdure, ce qu'on appelle une salle de verdure à cette époque, un endroit où la lumière peut rentrer, où on peut prendre la lumière, qui était planté de pelouse, visiblement, puisque le code couleur utilisé est le vert ici, qui perdure la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on l'a toujours sur ce plan. Étrangement, au centre de la parcelle où on a fait les sondages, on a cette couche, donc ça c'est des remblais qui ont été rapportés, on a cette couche de terre très très fine, comme si elle avait été tamisée, et on suppose que c'est le substrat de plantation qui est enfui, qui est plus exactement le niveau de surface actuel. On suppose que cette terre a été rapportée, elle n'est pas de toute façon, elle est forcément rapportée puisqu'on est au-dessus de remblais qui sont par définition des sédiments rapportés. Donc tout ce qu'on a au-dessus est rapporté volontairement. Et donc cette terre très fine et tamisée a sans doute servi de substrat de plantation à la salle de verdure, à la pelouse, au gazon qui a été planté dans cette salle de verdure à cet endroit. En tout cas, au niveau du plan, c'est à cet endroit. Voilà, ici un plot de fixation, donc on ne sait pas exactement à quoi c'est attribué, mais un plot de fixation en plâtre, peut-être pour l'attache d'un banc ou de quelque chose. C'était très fréquent d'utiliser le plâtre à la fois dans l'architecture et aussi pour les aménagements dans les jardins à cette époque. Ici, une fosse de plantation circulaire qui se trouve au niveau de l'allée centrale axiale qu'on a ici. Donc, au 18e, on a encore une allée. Au 19e, on n'a plus d'allée. Cet espace, comme les jardins, certainement, ce quinconce a servi de parcelle de rendement, en fait, pour le bois. Et donc, ils ont certainement cherché à exploiter l'espace vide, l'alignement qui manquait au centre, qui était utilisé comme allée d'agrément, qui n'a pas traversé le quinconce au 18e. Eh bien, ils ont certainement planté des arbres à cet endroit pour rendre la parcelle encore plus productive. Et on est à cet endroit-là. Voilà, une des fosses de plantation de ces arbres qui ont été rajoutés, certainement dans la période post-révolutionnaire. Voilà, je m'arrête, c'était assez dense. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie en tout cas de votre écoute.